Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Centre culturel Anna-Simon Drahi, bienvenue à l'Axil. Nous recevons ce soir, qui nous fait le grand honneur d'être là, François-Xavier Bellamy, vous pouvez l'applaudir. En la présence précieuse de notre ami Roger Carucci, de Sophie Deschiens et de qui était là avant, qui nous a fait le plaisir d'être là, et vous tous, auxquels je souhaite la bienvenue. Monsieur Bellamy, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, comme nous en parlions tout à l'heure. On vous suit régulièrement aux prises de position, les tribunes que vous rédigez, et également tous les débats que vous pouvez mener au Parlement européen. Vous avez deux casquettes, philosophe, homme politique. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette double casquette est très intéressante et on sera très intéressé de savoir comment vous liez les deux, comment la philosophie peut aider l'homme politique à exercer sa fonction. Est-ce que vous utilisez justement ces principes philosophiques de manière concrète dans un monde politique fait de violence, d'échanges âpres et naturellement de sujets qui nous touchent tous? Alors on a choisi un thème ce soir autour de votre livre, avec des mots forts, espérer, transmettre, tout ça c'est de l'éducation aussi, dans un monde plein de doutes, c'est la violence de ce monde. Donc vous nous expliquerez comment, notamment, vous prenez dans ce livre, que j'ai eu le plaisir de lire, tout ce qui concerne la quête du bonheur. Cette quête du bonheur, comment vous la mettez en œuvre dans un monde politique si violent, comment vous liez ces deux choses? Ce sera très intéressant. Et puis, évidemment, sur un autre plan, toute l'actualité qui nous intéresse, qui vous intéresse, avec les tribunes que vous avez pu écrire, notamment sur l'usage du droit international par des gens qui s'en prévalent vis-à-vis de d'autres qui ne le respectent pas. Plus récemment, encore hier, le règlement retour. J'aimerais bien qu'on en parle également, ça viendra dans les questions. Et puis, naturellement, les joutes que vous avez pu avoir avec notre ami Rima au Parlement européen. Ce sera extrêmement intéressant d'avoir votre point de vue et savoir un peu comment vous menez ces discussions. Merci infiniment encore d'être là. Vous êtes le bienvenu. Je vais laisser la parole à notre ami Roger Carucci qui va vous dire tout le mal qu'il pense de vous. Et ensuite, nous pourrons échanger. Je vous laisse la parole. Voilà. Il paraît que le milieu politique est un milieu violent, je confirme. Non, moi je voulais dire le plaisir que nous avons à Levallois d'accueillir l'inestimable Bellamy, qui préside la délégation française au sein du PPE, c'est-à-dire le Parti populaire européen, qui est la formation de droite et du centre dominante dans ce Parlement et au niveau de l'Europe. Je veux lui dire surtout que si nous sommes amis et liés politiquement, parce qu'on peut être les deux, je sais bien que dans ce milieu on croit que non, mais si, ça c'est possible. C'est possible à condition de partager des valeurs. C'est possible à condition de partager des combats. Et je dois dire que, chacun le sait ici, en des combats que je conduis depuis des années contre l'antisémitisme ou en soutien à Israël, j'ai toujours trouvé le camarade Bellamy à nos côtés. Toujours. Quand il s'est agi de polémiques avec Rima Hassan, avec l'inestimable Mélenchon, avec Caron ou les autres, il est là. Il est là et il a beau être philosophe, ou peut-être parce qu'il est philosophe, il est courageux. Il est courageux parce qu'il n'hésite pas. Il n'a pas peur de dire la vérité. Il n'a pas peur de dire un certain nombre de choses, sachant parfaitement que de l'autre côté, ça va vouloir dire hystérie, menace, injure. Lui, jamais. C'est la courtoisie incarnée. C'est un esprit fin, courtois, intelligent, malin, et en même temps qui rend ses ennemis ou ses adversaires fous furieux parce qu'ils n'ont pas sa classe. Bravo.
Que répondre après une telle introduction? Je suis accueilli par tant de bienveillance que, après une description aussi louangeuse, je ne peux maintenant que vous décevoir. Donc je vais essayer de vous décevoir le moins mal possible. Mais je voulais d'abord vous dire un immense merci de votre accueil. Vous remercier de l'immense honneur que vous me faites de me recevoir ici ce soir et de votre invitation. Merci de la confiance que vous me témoignez aussi en venant me proposer de partager avec vous ces réflexions ce soir et vous dire que c'est un grand bonheur de se retrouver entre amis. Nous ne nous connaissons pas tous, mais nous savons que nous partageons ces combats communs auxquels vous avez fait référence et que, Roger, tu as si bien décrit. Pour tout vous dire, j'ai passé ma soirée d'hier avec Rima, littéralement. C'était pas pour le plaisir, c'était dans l'hémicycle du Parlement européen, donc c'était plutôt pour le combat. Nous avions réussi à organiser un débat sur la violence politique de l'extrême gauche après la mort de Quentin Derenc. Et à la différence de l'Assemblée nationale où toutes les forces politiques ont été quand même heureusement obligées de partager une minute de silence, au Parlement européen, tous les groupes sur notre gauche, tous, se sont opposés à la tenue de ce débat. Et c'est parce que nous sommes le premier groupe au Parlement que nous avons réussi à l'inscrire à l'ordre du jour. Mais c'est vous dire le climat dans lequel nous sommes. Et la délégation des élus de la France Insoumise qui était dans l'hémicycle pendant toute la soirée a jugé bon, alors que nous parlions de la mort d'un jeune homme de 23 ans, quoi qu'on pense de ses idées, un jeune homme est mort, et la délégation des élus de LFI faisait des selfies en levant le poing ou en faisant le signe de la victoire, ce qui est quand même l'indice, on en parlait à l'instant, cher Roger, mais de ce climat politique dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui en effet, vous l'évoquiez à l'instant, est un climat de haine et de brutalisation extrêmement préoccupant. Donc ça fait du bien de se retrouver entre amis, et on a besoin de moments pour se réconforter et pour s'encourager aussi, et c'est l'occasion pour moi de témoigner ma reconnaissance à un très grand ami qui est Roger, qui est ici, et je crois que je pourrais lui rendre les mots si généreux qu'il a eu à mon endroit, mais vous connaissez son courage à lui aussi. Et ce courage, je l'ai observé, y compris parfois, il faut bien le reconnaître, au sein de notre propre famille politique, quand tu as eu la force de défendre ce que je crois moi aussi nécessaire, et je partage cette conviction qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est de tout faire pour désormais faire barrage à cette extrême gauche qui, de toute évidence, représente la menace existentielle la plus dangereuse pour notre démocratie. Certains, aujourd'hui, cherchent encore, peut-être même parfois au sein de notre propre famille, à maintenir des illusions qui n'ont plus cours. L'urgence aujourd'hui, le danger absolu, il est là, et tu l'as dit avec beaucoup de force, et j'ai été très heureux de te soutenir, comme je serai toujours très heureux de te soutenir dans l'avenir, dans les combats que tu mèneras et que nous partageons ensemble. Alors ce soir, j'ai accepté avec d'autant plus de bonheur votre invitation que vous ne m'avez pas invité pour parler politique. Vous avez choisi de donner à cette réflexion, en effet, un sujet de philosophie. Et donc peut-être ce que je vous propose, c'est, je vais consacrer mon propos liminaire à vous parler de philosophie et de ce beau thème que vous avez choisi de fixer pour notre rencontre. Et puis ensuite, on aura tout le temps de questions et d'échanges, et vous pourrez évidemment interroger sur tout ce que vous souhaiterez, y compris des sujets beaucoup plus concrets et plus politiques, comme ce règlement sur les retours que vous évoquez à l'instant, ou tous les sujets que vous souhaiteriez aborder. Mais pour l'instant, je voudrais, si vous me le permettez, c'est pas pour fuir la politique, peut-être c'est une autre manière de l'aborder, mais je voudrais venir à cette question que vous avez évoquée à l'instant. Dans ce climat de brutalisation, dans cette montée de la violence que nous voyons, pas seulement de la violence dans le monde politique, mais de la violence dans le monde tout court, parce que nous vivons dans un monde où la violence semble avoir repris son cours et presque tenté d'imposer de nouveau son droit. Dans ce monde-là, comment peut-on encore espérer? Et c'est le sujet que vous avez choisi et que je voudrais évoquer avec vous. Est-ce que l'espérance est possible? Que nous est-il permis d'espérer? C'est l'une des grandes questions qu'Emmanuel Kant assigne à la philosophie. Que m'est-il permis d'espérer? Les trois questions de la philosophie pour Kant sont: que puis-je savoir? Que dois-je faire? Et que m'est-il permis d'espérer? Et si on répond à ces trois questions, on a trouvé dans la philosophie le secours dont on a besoin pour son existence. Que nous est-il permis d'espérer? Et a-t-on même encore le droit d'espérer?
C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, comme dans d'autres périodes de notre histoire, dans des périodes souvent bien noires. Que nous est-il permis d'espérer après le 7 octobre? Peut-on encore espérer en la nature humaine quand on vit le spectacle d'une telle atrocité et que nous sommes d'une certaine manière condamnés à la vivre par le fait que l'information aujourd'hui circule, que les images sont partout, que l'expérience nous en revient par tous les moyens que nous avons de savoir ce qui a pu se passer. Le mal absolu, d'une certaine manière, cette expérience, cette évidence de la réalité du mal, autorise-t-elle encore l'espoir? Permet-elle encore l'espoir? J'ai voulu réfléchir sur la question de l'espoir et c'est ce petit livre que vous évoquiez qui me vaut l'occasion de cette invitation ce soir. J'ai voulu réfléchir à cette question de l'espoir parce que je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une époque de désespérance assez profonde et je pense qu'il faut affronter cette question de l'espoir et l'affronter de manière solide et sérieuse. L'espoir est possible, mais à condition qu'on ne confonde pas l'espoir avec ce qu'il n'est pas. Et le grand danger serait de confondre l'espoir avec son ersatz, comme le disait Georges Bernanos, je pourrais même dire d'une certaine manière avec son contraire. Le contraire absolu de l'espoir, pour moi, c'est l'optimisme. L'espoir et l'optimisme ne sont pas du tout identiques. Ils n'ont même d'une certaine manière rien à voir. L'optimisme, c'est le fait de se dire que quoi qu'il arrive, tout finira par bien se terminer, que tout ira bien. L'optimisme, c'est la certitude qu'à la fin, quoi qu'on fasse, l'histoire trouvera la meilleure fin. Et d'une certaine façon, l'optimisme est une manière de se déresponsabiliser. Parce que si vous êtes optimiste, vous avez la certitude que tout va bien finir. Alors pourquoi faudrait-il agir? Pourquoi faudrait-il s'engager? L'optimisme est, dit Georges Bernanos, dans un moment qui lui aussi était marqué par les tumultes évidents de l'histoire humaine. En 1942, Bernanos publie un petit texte qui parle justement de cette question de l'optimisme et de l'espérance, et il dit que l'optimisme est par excellence la vertu du contribuable. Parce que quand le fisc l'a dépouillé de tout, même de sa chemise, le contribuable optimiste s'abonne à une revue nudiste et déclare qu'il ne s'est jamais mieux porté. C'est une vertu qui touche au déni de réalité, qui consiste à ne voir dans le réel que ce qu'on a choisi d'y regarder par avance. On veut ne voir que des indices que tout va bien et on se rassure à bon compte en se disant que tout va bien, même quand de toute évidence tout va mal. L'optimisme est surtout une manière de se défaire de sa responsabilité. Parce que si vous pouvez affirmer que quoi qu'il arrive, l'histoire va bien se finir, encore une fois, pourquoi faudrait-il s'efforcer, se fatiguer? Pourquoi faudrait-il se risquer à agir? Pourquoi faudrait-il combattre? Finalement, l'optimisme, c'est, dit Bernanos, la même chose que le pessimisme. Ce sont les deux phases d'une même forme de déni, les deux phases d'une même forme d'indifférence. L'optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste est un imbécile malheureux, dit Bernanos. Mais dans les deux cas, les deux se rassurent à bon compte sur le fait qu'il est inutile d'agir. Voyez. D'ailleurs, vous en conviendrez comme moi, dans nos conversations d'amis, de famille, il y a deux manières de se dire que de toute façon, c'est plié, voilà. Il y a d'un côté ceux qui diront que vous inquiétez pas, tout se finira bien à la fin. Et puis, il y a aussi le réflexe qui consiste à dire que tout est déjà foutu. Et si tout est foutu, et si tout est perdu, si tout va mal se terminer, quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, alors pourquoi faudrait-il agir? J'ai un éditeur pour lequel j'ai une très grande affection, Jean-Paul Enthoven, avec qui je parlais un jour de l'engagement politique et qui me disait « Mais pourquoi est-ce que vous vous fatiguez à faire de la politique ?» Alors je lui dis, mais Jean-Paul, quand même, il faut bien essayer de reconstruire tout ce qu'on peut. Il me dit, mais c'est déjà fini, c'est terminé, vous ne comprenez pas, c'est fini. Alors je dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire alors Jean-Paul? Eh bien c'est très simple, aller à Venise et boire du bon vin en bonne compagnie. Et après tout, pourquoi pas? Vous voyez, je comprends l'attitude, qui consiste à se dire que de toute façon, si tout est perdu, pourquoi faudrait-il s'épuiser? Pourquoi faudrait-il s'engager? Je pense que l'optimisme et le pessimisme sont, dans les deux cas, une manière de se rassurer sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'agir. Marc Aurèle, immense empereur, vous demandiez comment on peut conjuguer la philosophie et la politique. Marc Aurèle, c'est notre maître à tous en la matière. Immense empereur de Rome, immense philosophe. Marc Aurèle, c'est une figure d'ailleurs absolument bouleversante de l'histoire de la philosophie. C'est l'un des disciples de la tradition stoïcienne, dont les deux grands auteurs sont Épictète, l'un des fondateurs du stoïcisme, qui était un esclave affranchi, et Marc Aurèle, empereur de Rome, qui se met à l'école de cet ancien esclave pour apprendre la sagesse.
Et Marc Aurèle, tous les jours, pendant ses campagnes, il a passé l'essentiel de sa vie à son corps défendant loin de Rome parce qu'il fallait défendre l'Empire et il était constamment en guerre. Marc Aurèle, tous les jours, se retire dans sa tente pour écrire quelques lignes qui lui étaient destinées à lui seul. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour elles seraient éditées et que nous les lirions. Et donc il s'exhorte lui-même à la sagesse. Et un jour, il écrit cette phrase qui m'a toujours paru bouleversante. Il écrit « Les batailles que je n'ai pas livrées, je me console trop facilement dans la certitude qu'elles étaient perdues d'avance. » Et fondamentalement, ce faisant, Marc Aurèle dénonce peut-être dans notre pessimisme parfois ce qu'il peut y avoir d'une espèce de facilité qui se lave trop vite les mains de la responsabilité d'un travail qui pourtant attendait d'être fait. Donc l'optimisme et le pessimisme sont les deux faces d'une même forme d'indifférence en fait, en réalité. Et ne disons pas cela pour accuser qui que ce soit. Reconnaissons qu'il nous arrive à tous d'être parfois exposés à l'une ou l'autre de ces tentations qui consistent soit à se dire qu'il n'y a pas besoin d'agir puisque de toute façon ça finira bien, soit au contraire à se reposer de notre paresse d'aujourd'hui sur l'idée que quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est déjà perdu d'avance. Et je crois que l'espérance ne se confond en rien de ce point de vue-là avec l'optimisme. L'espérance, en réalité, c'est ce dont on a besoin justement quand on n'a aucune raison d'être optimiste. L'espérance, la plus haute forme de l'espérance, dit Bernanos dans ce texte de 1942, la plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Pour connaître l'espérance, il faut être allé au bout de la nuit. C'est quand on va au bout de la nuit qu'on rencontre une autre aurore. La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Et dans une formule difficile à comprendre d'ailleurs, Bernanos écrit « L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. » La plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. Vous voyez que ça n'a rien d'une facilité. L'optimisme est une consolation facile. L'espérance est une victoire contre soi-même. Pourquoi une victoire contre soi-même ? Pourquoi faudrait-il que l'espérance trouve son lieu précisément quand elle est difficile, On a besoin d'espérance, et cela vous le reconnaîtrez tous, on a besoin d'espérance précisément quand on a le moins de raisons d'être optimiste. Ça n'est pas quand vous allez bien, que votre famille se porte bien, que vos affaires prospèrent et que vous avez toutes les raisons de penser que tout va continuer ainsi que vous avez besoin d'espérance. C'est quand vous traversez l'épreuve, quand vous traversez le doute que vous évoquiez à l'instant. C'est quand vous vivez la maladie, la souffrance, quand vous avez le sentiment que le sort vous tombe dessus. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'espérance. C'est quand on vit l'épreuve du deuil, de l'absence, l'épreuve du manque. C'est dans ces moments-là que l'espérance est nécessaire. Pour le dire autrement, c'est quand on a peu de raisons d'être optimiste qu'on a besoin d'espérance. Et de ce point de vue-là, je me permets de dire que l'époque que nous vivons est un très bon moment pour l'espérance. Et je voudrais, et comment, c'est la question que vous posiez, comment fonder l'espérance ? Précisément, le paradoxe que je voudrais soulever avec vous, le paradoxe fait partie de l'exercice de la pensée, le paradoxe que je voudrais soulever avec vous, c'est que précisément, l'espérance trouve le plus son sens quand elle a le moins de raisons de se justifier. Et de ce point de vue-là, je voudrais la comparer avec une autre vertu, parce que l'espérance est une vertu, avec une autre victoire contre soi-même que vous connaissez tous dans notre expérience ordinaire et qui s'appelle le pardon. Et je voudrais vous proposer de faire une petite digression en parlant du pardon avec un très grand philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch, un auteur magnifique pour lequel j'ai une grande estime, une grande affection et auquel je dois beaucoup. Jankélévitch est un philosophe extraordinaire parce que, et c'est pour ça que on peut lui porter une grande estime, il fait partie de cette très très rare catégorie, non seulement de philosophes, mais d'êtres humains en général, qui a assumé dans son histoire intellectuelle de s'être trompé et qui s'est corrigé lui-même. Ça arrive rarement en politique, mon cher Roger, n'est-ce pas ? Ça arrive rarement aussi en philosophie comme dans la vie ordinaire. Jankélévitch a été obsédé pendant une grande partie de sa vie intellectuelle par cette question du pardon. Et son premier texte sur le sujet date de 1946 et s'appelle « Le pardon impossible ». Jankélévitch publie un texte sur le pardon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la Shoah. Et dans ce texte, Jankélévitch dit « Désormais, il y a de l'impardonnable ». La Shoah, c'est la figure de l'impardonnable, ce qui ne sera jamais pardonné. L'impardonnable parce que la Shoah, c'est le crime absolu, c'est le mal absolu,
Ce mal absolu dont nous parlions tout à l'heure, Jean Kelevitch parle de la Shoah, on pourrait penser au 7 octobre, c'est le mal absolu, c'est le mal qui s'abat sur l'innocence absolue. C'est d'une certaine manière la révélation de cette puissance de mort qui est au cœur de la condition humaine et qui se déverse sur l'innocence, sur la figure de la victime innocente. Et dans la Shoah, il y a quelque chose qui ne sera jamais pardonné, dit Jean Kelevitch. Et qui ne sera jamais pardonné pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. Aucune raison ne peut justifier la Shoah. Aucune excuse ne peut être donnée. Aucune forme de contexte qui permettrait d'expliquer ou d'excuser. Rien n'excusera jamais la Shoah. La deuxième raison, c'est que les victimes ne sont plus là pour donner leur pardon. Et la troisième raison, c'est que les bourreaux ne demandent pas pardon. Les bourreaux n'ont pas demandé pardon. Comment pourrait-on pardonner celui qui ne demande pas pardon? Donc la Shoah, c'est l'impardonnable. C'est la figure de l'irréversible. Il y a de l'impardonnable et la Shoah le démontre. Et encore une fois, la Shoah, c'est cette expérience limite, dit Jean Kelevitch, mais qu'on pourrait trouver dans d'autres expériences de la vie. Il y a de l'impardonnable. La Shoah l'a démontré, mais nous avons le 7 octobre et peut-être certains d'entre nous ont-ils vécu un jour dans leur vie une expérience de ce mal absolu qu'un homme peut infliger à un autre et qui ne peut pas être pardonné, qui relève de l'impardonnable. C'est ce texte de 1946 bouleversant qui constitue le point de départ de la réflexion de Jean Kelevitch sur le pardon. 20 ans plus tard, Jean Kelevitch publie un deuxième texte, cette fois-ci un petit livre sur le pardon qui s'appelle sobrement Le pardon. Et dans ce texte, il contredit cet article de 1946 d'une manière assez radicale. Et il assume d'ailleurs cette contradiction, il assume qu'il avait le sentiment de s'être trompé et de devoir rectifier sa première intention. Non pas bien sûr que la Shoah ne soit pas le mal absolu, ou que le mal qui a été commis puisse être relativisé, en aucun cas. Non pas que la Shoah puisse être excusée de quelque manière que ce soit. Mais justement, dit Jean Kelevitch, le pardon n'est pas l'excuse. Le pardon n'est pas l'excuse. Quittons un moment ce travail très profond sur le mal radical et considérons le mal, la faute, le défaut dans notre vie de tous les jours. Imaginons par exemple que j'arrive en retard et je suis en retard et je manquais le rendez-vous et je me présente devant ceux qui m'attendaient et que j'ai fait attendre et je leur dis je suis absolument désolé, je suis en retard, je vous demande pardon. Mon train était en retard. J'ai une bonne excuse. Je n'y suis pour rien. Mon train était en retard, ça n'est pas de ma faute. Je suis excusable. Quand j'étais collégien, si j'arrivais en retard et que je pouvais présenter un billet de retard, c'était un mot d'excuse et j'étais donc d'une certaine manière excusable. Et ce faisant, ayant une bonne excuse, j'étais déjà excusé. Et on n'a pas besoin de pardonner à celui qui est excusable. On va pas pardonner celui qui a été en défaut sans que ce soit de sa faute. On n'a pas besoin de lui pardonner. C'est d'ailleurs ce qu'on dit à quelqu'un qui a une bonne excuse, il est tout excusé. Ce qui est excusable est déjà excusé. Et ce serait d'ailleurs d'une certaine façon injuste de refuser d'excuser ce qui est excusable. Mais si je me présente, je suis en retard, je suis en défaut parce que je vous ai fait attendre, mais j'ai une bonne excuse et que vous me disiez que vous ne voulez pas m'excuser, mais ce serait en réalité injuste, ce serait voler quelque chose à quelqu'un que de refuser d'excuser celui qui est excusable. Si j'ai commis une erreur sans le savoir, sans le vouloir, sans en avoir l'intention, sans pouvoir faire autrement, mais alors d'une certaine manière, je suis déjà tout excusé. Si vous m'avez dit un mot blessant, mais que vous ne le saviez pas parce que vous ne compreniez pas en quoi cela pouvait me blesser, que c'est un pur hasard que vous m'ayez fait ce trait d'esprit qui en fait m'a beaucoup touché, je ne peux pas vous en vouloir au fond. Je n'ai pas de raison légitime de vous en vouloir. Vous ne le saviez pas, vous ne pouviez pas le savoir. Vous êtes tout excusé. Et c'est moi qui serais d'une certaine manière inexcusable de ne pas vous excuser. Donc l'excuse, c'est ce qui n'appelle pas de pardon.
Quand on a une bonne excuse, on n'a pas besoin d'être pardonné. Le pardon, dit Jean Kelevitch, le pardon trouve son lieu pour ce qui n'a pas d'excuse. Et plus un acte est inexcusable, plus il a besoin du pardon. Et c'est ce qui fait que le pardon, d'une certaine manière, a un caractère de déraison, un caractère irrationnel, un caractère même scandaleux. Parce que précisément, on ne peut pardonner qu'à ce qui est inexcusable. C'est quand quelqu'un vous a fait du mal volontairement, quand quelqu'un vous a blessé, non pas sans le savoir et par hasard, par accident, quand quelqu'un vous a blessé volontairement, c'est précisément dans ce moment-là que le pardon trouve sa possibilité. Ça ne veut pas dire que vous avez le devoir de le donner. L'excuse, vous avez le devoir de la donner. Vous avez le devoir d'excuser ce qui était excusable. Mais le pardon, on n'a jamais le devoir de donner le pardon. Le pardon n'est jamais un dû. Le pardon est toujours un don. Le pardon vient à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Et le pardon, nous en avons parfois besoin quand il nous est arrivé de faire du mal, de blesser. Nous avons l'occasion de demander pardon, c'est-à-dire de demander un don. Et le pardon n'est jamais quelque chose que l'on peut exiger. Personne ne peut exiger votre pardon. Et si vous avez un jour eu l'occasion de blesser quelqu'un, ça nous est tous arrivé malheureusement, parfois de sentir en nous la possibilité de faire le mal, eh bien dans ce moment-là, nous n'avons jamais la possibilité d'exiger le pardon de qui que ce soit. Le pardon trouve son lieu précisément quand il n'a pas de raison de se fonder. Et si je viens vers quelqu'un en disant « je pense que tu devrais me pardonner parce que X, Y et Z raison », en fait, c'est pas de pardon qu'on parle, c'est d'excuses. Si mon train était en retard et je vous ai fait attendre, je vais pas vous demander pardon, vous n'avez pas à me pardonner. Je suis excusable, je suis tout excusé, voilà. Mais en revanche, si j'ai été négligent, que j'ai manqué de regarder l'heure, que j'ai été inconséquent et que je vous ai fait attendre longtemps, là, pour le coup, moi qu'on puisse dire, c'est que je dois vous demander pardon et peut-être aurez-vous la générosité de pardonner ce qui n'est pas excusable, ce qui est inexcusable. Donc, rien n'est en soi impardonnable, dit Jean Kelevitch. Ce qui est absolument inexcusable, c'est ce qui rend le pardon le plus difficile, bien sûr, mais en même temps, d'une certaine façon, ce qui lui fait trouver son lieu le plus propre. C'est justement devant l'inexcusable absolu que le pardon est absolument possible, pas obligatoire, pas impératif, jamais un devoir, mais une possibilité. Et la possibilité d'autant plus absolue que l'excuse n'existe absolument pas. Et c'est ce qui fait que le pardon est, encore une fois, irrationnel, déraisonnable, et précisément parce qu'il n'y a pas de raison de le donner. Il n'y en a aucune, et c'est pour ça qu'il est pardon, c'est pour ça qu'il est un don. Et c'est pour ça que le pardon a même quelque chose de scandaleux, d'une certaine façon. Et Jean Kelevitch, avec sa propre histoire, avec toute la tradition derrière lui dans laquelle il s'inscrit, Jean Kelevitch, on vient à dire, 20 ans après son premier article, que rien n'est impardonnable, pas même la Shoah. Ça ne veut pas dire qu'on puisse exiger des victimes qu'elles pardonnent. Justement, on ne peut jamais l'exiger. Mais ça n'est pas impardonnable en soi parce que, précisément, le mal absolu, à mesure qu'il est absolument inexcusable, peut appeler le pardon comme un don, jamais comme un dû. Pourquoi cette digression par le pardon? Parce que je pense que l'espérance a tout à voir avec le pardon tel que Jean Kelevitch le décrit. L'optimisme ressemblerait à l'excuse. De ce point de vue-là, l'optimisme peut correspondre à des moments où nous avons des raisons. Je ne parlais pas avec Bernanos tout à l'heure de l'optimisme en général, mais de cet optimisme de circonstance qui fait que quand on a fait la liste de tout ce qui va très mal dans le monde, on termine la conversation en disant « Ah, mais non, vous inquiétez pas, ça se terminera bien. » Non, rien ne fait que ça va absolument bien se terminer d'une manière certaine. Il y a un optimisme rationnel, celui de l'étudiant qui a bien préparé ses examens et qui pense qu'il a de bonnes chances de réussir le concours qu'il prépare. Il y a un optimisme rationnel, celui du sénateur qui convainc ses grands électeurs depuis des décennies et qui se dit que ça va durer longtemps. Et bien sûr, il a de bonnes chances de voir ses espoirs se concrétiser. Il y a beaucoup de raisons parfois que nous avons d'être optimistes quand nous regardons telle ou telle perspective qui est offerte à notre analyse et que nous nous disons ce
le centre où nous sommes est si florissant et si vivant, si actif qu'il y a de bonnes raisons d'être optimiste sur l'avenir de ce lieu magnifique où vous nous accueillez aujourd'hui. Non, je parlais de cette espèce d'optimisme un peu général qui, lui, pour le coup, est peut-être le signe d'une forme d'irresponsabilité. Mais, je le disais à l'instant, c'est justement quand il y a peu de raisons d'être optimiste que l'espérance trouve son lieu. C'est quand il y a peu de raisons d'excuser un acte que le pardon trouve son lieu. Et c'est précisément au moment où il y a le moins de raisons d'être optimiste que nous pouvons faire de l'espérance l'occasion d'un pari. En quoi l'espérance est-elle alors une vertu? En quoi l'espérance est-elle une vertu? Parce que l'espérance est une vertu, c'est-à-dire quelque chose qui doit transformer notre être. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme, dit Bernanos. Et cette phrase que je vous citais à l'instant, nous pouvons la mettre en perspective de ce que nous venons de dire du pardon. Le pardon aussi est une victoire contre soi-même. Pardonner celui qui a fait du mal, c'est une victoire contre soi-même. C'est un combat intérieur. Et l'espérance, de la même manière, n'a rien d'une facilité, n'a rien d'une espèce de consolation trop simpliste. L'espérance est une victoire contre soi-même. C'est une vertu en ce sens qu'elle dispose à agir. Alors que l'optimisme de principe que nous évoquions à l'instant, au contraire, justifie de ne pas agir. Tout se terminera bien, pourquoi faudrait-il se fatiguer? Pourquoi faudrait-il soi-même s'impliquer? L'espérance, au contraire, nous dispose à nous engager. Et elle nous dispose à nous engager comme si une victoire était possible. C'est peut-être comme ça qu'on pourrait la définir. Comme si une victoire était possible, même quand, à vue humaine aujourd'hui, avec nos petites raisons, elle semble absolument impossible. Elle nous dispose à nous engager pour ne jamais pouvoir dire avec Marc Aurèle que nous ne nous consolons des batailles que nous ne menons pas comme si elles étaient perdues d'avance. Elle nous dispose à agir comme si le bien que nous espérons, alors même qu'il semble si loin de pouvoir advenir, allait pouvoir trouver son chemin à travers notre propre action. Je pense que l'histoire de notre pays, que l'histoire de notre civilisation a été marquée par des actes d'espérance comme celui-ci. Et l'histoire, si je me permets de le dire ainsi, la philosophie s'arrête au seuil de la théologie, bien sûr, mais malgré tout, nous avons le droit d'y faire aussi référence. L'histoire de toute la tradition hébraïque est faite de ces paris de l'espérance, de ces départs, de ces moments où il faut tout quitter pour le pays que l'on va trouver parce que la terre promise est devant soi, quand bien même on ne la voit pas, quand bien même cette promesse est encore apparemment si loin de se réaliser. Il faut passer 40 ans dans le désert pour que la terre promise finisse par advenir devant nos yeux. Eh bien, ce pari de l'espérance, d'un point de vue purement politique, notre pays l'a traversé bien souvent. Un des paris de l'espérance serait, par exemple, l'appel du 18 juin. Nous en connaissons tous la référence historique. C'est-à-dire le fait de dire, au moment où tout semble perdu, cela vaut encore la peine de risquer notre vie sur une victoire qui semble aujourd'hui absolument impossible, mais dont nous nous disons que peut-être par le chemin de notre action, de notre engagement, du don que nous ferons de nous-mêmes, elle pourra se réaliser. Et pensons à tous ceux qui, à travers cet appel, ont risqué et parfois donné leur vie justement pour cette victoire qui paraissait impossible. C'est le mot magnifique de Dietrich Bonhoeffer, que vous connaissez certainement, ce pasteur protestant déporté en 1942, à qui on demande au moment où il va être exécuté quel est le dernier mot qu'il veut faire passer à sa famille. Je n'imagine même pas l'intensité d'un moment comme celui-là et la difficulté de trouver le mot qui pourrait exprimer ce que l'on voudrait pouvoir dire. Et Bonhoeffer, en 1942, alors qu'il n'a, à vue humaine, aucune raison de penser que les forces du mal qu'il a affrontées seront défaites un jour, Bonhoeffer demande qu'on transmette ces quelques mots: la victoire est certaine. Inouï. Pour moi, ça s'appelle le pari de l'espérance. Ça n'est pas encore une fois l'optimisme béat qui consiste à se dire mettons-nous à l'abri le temps que l'orage passe et ça finira bien par passer. Bonhoeffer va mourir, il va donner sa vie, comme tant d'autres autour de lui, pour faire face au mal absolu qu'est le nazisme. Mais au moment de sa propre mort, il transmet ce simple message, que le pari de la victoire est celui qui donne un sens à cette vie donnée.
Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes, d'une certaine manière, sans vouloir nous exagérer la difficulté des temps que nous traversons, parce que si nous les mettons en regard de l'adversité qu'ont connue nos aînés avant nous, nous ne sommes pas aujourd'hui. Parfois, il arrive qu'on me dise, oh là là, mais vous êtes très courageux, et je vous partage ce message parce qu'il nous concerne tous dans les combats que nous menons. Quand nous nous mettons en regard de ceux qui sont venus avant nous et qui parfois ont donné leur vie pour préserver la liberté que nous recevons de leurs dons, je me dis que nous avons encore peu fait la démonstration du courage qu'ils ont montré. Mais le fait est que, malgré tout, il nous arrive parfois de trouver dans leur exemple de quoi inspirer nos engagements d'aujourd'hui, et que dans ce pari de l'espérance qui n'a, je crois, rien à voir ni avec un optimisme facile, ni avec un pessimisme trop aisément résigné, dans ce pari de l'espérance, il y a quelque chose qui peut orienter nos actions aujourd'hui, orienter nos engagements, et le chemin que nous avons à tracer dans ce monde marqué en effet par tant de violence, tant de doutes, tant d'inquiétudes, un pari de l'espérance qui, j'en suis sûr, peut nous permettre d'affirmer à notre tour, nous aussi, que la victoire est certaine. Merci encore. Merci pour ces mots passionnants. Nous allons passer aux questions. Oui, merci pour votre introduction philosophique. Personnellement, mes connaissances philo sont minces, très très minces. Cela étant, j'essaye de progresser. Vous êtes parti de Kant. Moi, j'aurais tendance, à moins de mal le connaître, de partir de Schopenhauer et d'être plutôt pessimiste sur des questions vraiment d'actualité. Parce que, qui est l'union de la droite. Vous avez réussi au PPE, enfin au Parlement européen, à fusionner, enfin à avoir une bonne unité de la droite. Mais que ce soit pour ce qui va se passer à Paris dans quelques jours ou dans un an en France, tout le monde, la France, d'après les sondages, serait majoritairement à droite, mais on voit mal que ce soit par la bataille sur Paris et l'obstination de certains de ne pas s'allier avec d'autres, et puis dans un an, ce qui va passer, tout le monde veut l'union des droites, les premiers tours, etc., mais on a vraiment l'impression que c'est l'inverse qui va se produire et que c'est la gauche qui va passer. Vous avez une question précise ou il faut une réaction? Vous avez une question précise ou une réaction? C'est une interpellation. Je vais essayer d'y répondre. L'union au plan pratique, l'union de la droite. Comment faire l'union de la droite au plan pratique? Vous avez 4 heures. Si j'ai droit au joker, j'appelle un ami. Je peux demander à Roger ou à David. En fait, la première question à se poser, c'est pas. Je vais répondre à votre question, mais c'est pas une manière de détourner le sujet. Mais la première question à se poser, c'est que signifie la droite? Et vous le savez, aujourd'hui, il n'y a plus rien d'une évidence dans le débat démocratique. La confusion est partout et parfaitement généralisée. Moi, il y a une chose qui fait que je suis désolé, on rentre là vraiment dans la politique partisane, et peut-être d'ailleurs certains ici peut-être y a-t-il des gens de gauche, hein, et donc l'idée n'est pas que tout le monde soit contraint d'adhérer à ce que je vais défendre maintenant, mais une des raisons qui fait que je n'ai jamais cru au macronisme, c'est que pour ma part, je n'ai jamais cru au en même temps. Je crois pas au en même temps. Je pense que la vie politique, c'est du pluralisme. La vie politique, c'est du clivage. Et pour tout dire, la vie en général, d'ailleurs, ça n'est pas en même temps. Vous le savez tous, dans vos vies, hein, on pourrait citer Kierkegaard, un autre auteur magnifique. Kierkegaard a consacré son premier livre, il avait 27 ans, à la question de la liberté. Et ce magnifique livre de Kierkegaard a pour titre « Ou bien, ou bien ». Mais la vie, c'est ou bien, ou bien.
Voilà. Et la vie politique, c'est aussi ou bien ou bien. Et la noblesse de la vie politique, c'est de s'engager en disant à ceux qui vous font confiance ce que vous porterez en leur nom. Et vous pourrez pas faire en même temps. Et je reviens de Strasbourg, j'étais au Parlement européen aujourd'hui, comme Roger au Sénat, comme un conseiller municipal dans la plus petite commune de France. Nous vivons tous les jours cette expérience que la politique, c'est s'engager pour assumer des décisions. Et quand je suis au Parlement européen aujourd'hui, tout à l'heure, je vote. Eh bien, j'ai fait des dizaines de votes. Ben, j'ai devant moi un petit boîtier. Je peux voter en appuyant sur le bouton vert pour dire que je suis pour, en appuyant sur le bouton rouge pour dire que je suis contre. Et je peux pas appuyer sur les deux en même temps. Voilà, c'est pas possible. Donc, la vie politique, ça consiste à faire des choix, beaucoup de choix, très souvent, certains peu importants, d'autres très importants, mais à faire des choix. Et de ce point de vue-là, la vie démocratique suppose d'organiser le clivage, d'organiser la contradiction. C'est normal, la contradiction. Donc je ne crois pas au en même temps. Et je pense que dans toutes les grandes démocraties occidentales, on a vu émerger petit à petit deux grandes tendances qui sont en fait deux grands tempéraments politiques, qui sont d'un côté la droite et de l'autre côté la gauche. La gauche, qu'est-ce que c'est la gauche? Je dirais que la gauche, c'est d'abord une colère. La gauche, c'est un ressentiment. Et je dis pas ça je dis ça sans aucune espèce de jugement. Je pense que c'est un tempérament politique qui existe et qui consiste à regarder dans le monde d'abord ce qui doit être transformé. C'est la volonté de changer le monde et donc presque la volonté de remplacer le monde tel qu'il est. Et c'est pour ça qu'au fond de la gauche, il y a ce tropisme révolutionnaire qui est intrinsèquement inhérent, lié à la définition même de la gauche. La gauche, ça a commencé en France au moment de la Révolution française. Et la droite, qu'est-ce que c'est? La droite, c'est peut-être plus modeste, c'est plus humble peut-être. La droite, c'est d'abord pour moi, c'est d'abord une inquiétude. C'est le regard porté sur le monde qui voit d'abord non ce qui doit être transformé, mais ce qui doit être transmis. C'est le désir de faire passer à ceux qui nous suivront quelque chose de plus grand que nous, qui nous précède et qui nous dépasse. Quelque chose qui constitue les conditions de la vie et de la vie humaine et de la vie bonne, comme auraient dit les anciens, la vie bonne. Et qui sait que la liberté, que la dignité de l'homme, que tout ce qui fait les conditions de la vie à laquelle nous tenons tant, la vie civilisée, la vie authentiquement humaine, que tout ça n'est jamais gagné d'avance, que ces conditions sont infiniment fragiles et que ce qu'il y a de plus beau dans ce monde est aussi ce qu'il y a de plus vulnérable. Et que par conséquent, notre première responsabilité, c'est pas d'abord de transformer le monde, mais c'est d'abord de sauver en lui ce qui mérite d'être offert à ceux qui viendront après nous. Ça, pour moi, c'est ça la droite. Et de ce point de vue-là, moi, je me sens assez profondément de droite depuis toujours. Donc je crois que la droite et la gauche, ça existe. Et ce que je vois en France, c'est qu'il y a une gauche qui s'assume parfaitement, et qui assume parfaitement d'être de gauche, et qui le revendique. Et je pense qu'il faut qu'à cette gauche réponde une droite qui assume d'être de droite. Alors pourquoi est-ce que je fais ce long développement? Parce que vous dites l'union des droites. Mais en fait, l'union des droites, ça veut dire quoi exactement? Parce que quand j'écoute Marine Le Pen, par exemple, et je dis ça là encore sans aucun jugement moral, juste en écoutant ce qu'elle dit. Marine Le Pen dit, de ce point de vue-là, la même chose qu'Emmanuel Macron. Elle dit, la gauche et la droite, c'est fini. Maintenant, ça n'est plus, le débat politique, c'est plus entre la gauche et la droite. Et d'ailleurs, elle le dit, le Rassemblement national n'est pas un parti de droite, ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Bon, moi, je suis un électeur de droite. Je regarde quelle est l'offre politique disponible. Mais je ne peux qu'écouter ce que dit la présidente de cette formation politique. J'ai pas de raison d'en douter. Elle l'a toujours répété. Elle est très constante sur ce point. Elle a jamais changé d'avis. Et donc, moi, je crois que profondément, vous voyez, ce clivage qu'on a voulu nous imposer entre les patriotes et les mondialistes, entre les urbains et la France périphérique, le clivage entre les progressistes et je sais pas comment se définirait, les populistes, entre les progressistes et les populistes, et ce clivage-là, il mène à l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de vrai choix. Ça consiste à dire, tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont forcément des abrutis ou des salauds. Mais moi, je pense pas ça. Moi, je crois qu'il y a une droite qui doit se reconstruire pour faire émerger un projet politique digne de ce nom. Et j'espère qu'une gauche, je vais vous dire ça va peut-être vous surprendre, j'espère qu'une gauche se reconstruira, qui s'émancipera de cette extrême gauche épouvantable et qui arrivera à refaire moi je suis de droite, mais j'ai de l'estime pour une tradition intellectuelle qui vient de la social-démocratie et qui a quelque chose à dire aujourd'hui sur la question du travail, sur la question de la justice, sur la question de... Et pourquoi est-ce que la gauche a abandonné tous ces combats? Pourquoi est-ce que maintenant la gauche semble être obligée de courir derrière
un extrémisme délirant. J'espère vraiment qu'une gauche courageuse assumera enfin de rompre définitivement avec cet extrémisme horrible. Et je crois que notre devoir, c'est de reconstruire une droite qui soit, elle aussi, à la hauteur des enjeux. Voilà. Je dis ça parce que ma conviction, c'est que notre devoir, c'est de réussir à faire ce travail qui permettra de réunir tous les électeurs de droite et de les réunir sans ambiguïté, sans faux semblant, sans incohérence, sans toutes les ambivalences d'une promesse qui ne peut que décevoir ensuite. Et je pense que c'est possible. Il y a quelques années, avec Roger, on défendait un candidat qui, en 2017, avec tout ce qui lui est arrivé de péripéties dans sa campagne, a réuni 20% des Français. Bon, bah, ces 20% de Français, ils étaient de droite, ils avaient une vision cohérente non seulement de la nécessité de reconstruire l'autorité de l'État, de retrouver des frontières, de préserver les conditions de cette culture commune que nous devons transmettre, mais ils avaient aussi les idées claires sur ce qui me paraît être absolument nécessaire dans la cohérence de cette vision, le besoin de sortir d'une dépense publique devenue complètement folle, de mettre fin à la spirale de l'assistanat et d'arrêter d'endetter les générations qui viennent, parce que transmettre à ceux qui viendront après nous, c'est se préoccuper de ne pas leur transmettre que nos dettes d'aujourd'hui. Et il a fait 20% des voix. Bon, ces 20% n'ont pas disparu. Et donc, ma conviction, c'est que dans un an, on peut les retrouver, ces 20% de Français, si on arrive justement à être à la hauteur des enjeux. Et si on arrive à retrouver ces 20% de Français, on n'a pas besoin de courir derrière qui que ce soit. Si on arrive à les retrouver, si on est à la hauteur du moment, eh bien, on peut gagner cette élection présidentielle. C'est ma conviction profonde. Réunir tous les électeurs de droite. Je ne crois pas que ça se fasse par des petites alliances d'appareils. Et vous savez d'ailleurs, la chose qui me frappe le plus, c'est que généralement, ceux qui parlent le plus d'union des droites, je l'ai vécu pendant la campagne des européennes, ceux qui parlent le plus d'union des droites, c'est ceux qui créent des chapelles supplémentaires en disant ensuite, faisons l'union, alliez-vous à moi. Bah oui, il fallait peut-être commencer par éviter de diviser, si vous voulez, c'est peut-être de là qu'on devrait partir. Moi, je suis pas rentré chez LR parce que je trouvais que chez LR, tout s'était toujours bien passé. Roger et peut-être d'autres ici, si vous êtes dans cette formation politique, on a beaucoup de raisons de penser qu'il y a du travail à faire pour reconstruire ce parti, pour qu'il puisse être à la hauteur de la promesse qu'il devrait faire. Et je suis rentré chez LR justement pour ça. Parce que comme un électeur de droite, humblement, modestement, je me suis dit, je peux pas être parfois critique sur ce parti politique et ne pas essayer d'apporter ma pierre à sa reconstruction. Fondamentalement, je pense que si on n'est pas content, la meilleure des choses à faire, c'est pas de commencer par créer son propre parti en parlant ensuite d'union. J'étais candidat à l'élection européenne et je voyais les candidats de reconquête qui disaient partout union des droites, union des droites, union des droites. Bah oui, bah si vous vous sentez de droite, venez dans le parti qui a pour mission historique de représenter la droite et aidez-nous à le reconstruire. Et c'était tellement des grands professionnels de l'union des droites que moins de 24 heures après l'élection européenne, ils étaient déjà partis, explosés en plein vol, ils s'étaient divisés comme jamais. Et maintenant, ils siègent même pas dans le même groupe au Parlement européen. Vous avez Madame Maréchal d'un côté, Madame Knafo de l'autre, elles se parlent pas, elles s'entendent pas. Bon, je veux bien prendre des leçons d'union, mais enfin, peut-être pas de gens qui sont des professionnels de la division au point qu'ils sont même pas capables de s'entendre plus de 24 heures après leur propre élection. Bon. Donc, l'union des électeurs de droite, commençons par faire en sorte que tous les électeurs reviennent dans le parti qui devrait être leur maison. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours et j'espère qu'on sera à la hauteur de l'enjeu. Et je suis d'accord avec vous que le spectacle actuel des divisions est parfois bien décourageant. On vient de parler d'espérance, c'est le moment de la vivre dans des conditions réelles. Bonsoir, merci pour tout ce que vous venez de me dire. Moi, je voudrais rebondir sur la transmission. Depuis le 7 octobre, on a beaucoup vu l'inversion des valeurs, c'est-à-dire où on a mis sur le même plan le Hamas et Israël, qui est pourtant la seule démocratie de la région, sur le même plan, vous êtes très généreuse déjà. Et en fait, aujourd'hui, comment on fait quand on a des enfants pour leur transmettre le bien, le mal, quand aujourd'hui, en fait, certains ne voient plus le mal quand on tue quelqu'un dans la rue, quand Lola meurt, quand Philippine meurt. Comment aujourd'hui on fait pour inculquer à nos enfants le bien et comment on va faire, comment on va y arriver en fait. Merci. Merci pour votre question. En fait, je pense que c'est le seul travail qui vaille. C'est le seul défi qui compte pour la France aujourd'hui. Et bon, moi, je suis engagé en politique maintenant. Je suis au Parlement européen depuis 2019 et donc j'ai
j'ai dû quitter mon travail à ce moment-là parce que on peut pas être fonctionnaire et parlementaire en France. De toute façon, j'aurais eu du mal à faire les deux à la fois. Mais je suis surtout professeur. J'ai enseigné la philosophie pendant 11 ans. Et c'est un métier qui a fait mon bonheur et qui le fera à nouveau, j'espère, à l'avenir, si j'ai l'occasion de le retrouver, quand j'aurai l'occasion de le retrouver. Et je me suis engagé en politique d'abord parce que, comme professeur, j'ai vécu l'effondrement de l'éducation dans notre pays. Et c'est la question qui devrait tous nous empêcher de dormir aujourd'hui. Parce que vous avez totalement raison de le dire, aujourd'hui, ce relativisme généralisé, cette brutalisation de la société, cette désensibilisation devant le mal, cette capacité à justifier l'innommable, tout cela, ça commence par la crise de l'éducation, par l'effondrement de l'éducation. J'ai commencé à enseigner dans un lycée, dans une zone sensible, comme on dit dans le vocabulaire consacré, dans une zone urbaine sensible. C'était la deuxième pire ZUS de France. Les élèves étaient très fiers, ils espéraient devenir premiers, mais ils n'ont pas encore réussi. J'étais dans le nord, dans le nord d'Asnières, dans la grande cité du Luth. Vous êtes dans le 92, vous connaissez bien. Il y a un peu 2 Asnières, hein, donc moi j'étais à Renoir. Ah monsieur, c'est chaud Renoir, hein, sérieux. Et donc ça a été une expérience magnifique pour moi. Hein. Je veux pas du tout en dire du mal. C'était vraiment une expérience bénie, mais qui m'a permis de toucher du doigt la relation évidente entre l'effondrement de l'école et la montée de la violence. 15 jours après ma première rentrée, un élève a été tué devant la porte du lycée à coups de tournevis. Pour rien, parce qu'il avait franchi une ligne imaginaire entre les 2 barres de la cité, et donc il était puni. Et cette espèce de violence anomique, gratuite, et la violence a toujours existé, bien sûr, et le mal existera toujours. Et précisément, on parlait de la Shoah tout à l'heure, et la Shoah est là pour nous rappeler que la culture, que le savoir, que la connaissance n'empêchent pas l'homme d'être inhumain. Et que les peuples les plus cultivés du monde, comme les individus les plus cultivés du monde, sont capables parfois d'être barbares. C'est certain. Ce qui est certain, c'est que la culture n'empêche pas l'homme d'être inhumain. Mais ce qui est tout aussi certain, c'est que l'inculture absolue empêche toujours l'homme d'être complètement humain, d'accomplir complètement son humanité. Et cette montée de la violence qui se lie aussi dans la pauvreté du langage, dans la pauvreté des mots, dans la pauvreté de la possibilité même du dialogue, dans l'impossibilité de la conversation. On parlait tout à l'heure, pas du tout le moment de parler de la campagne municipale, mais c'est un fait, et je pense qu'il est consensuel, on n'a pas besoin d'être partisan pour le dire, que cette campagne municipale révèle une nouvelle fois à quel point la vie politique est devenue, même au niveau local, de plus en plus violente. Mais pourquoi? Aussi parce que on vit déjà les conséquences de cet ensauvagement de la société que j'avais tenté de décrire. Je sais que le mot a suscité bien des débats et bien des pudeurs jusqu'à récemment encore, mais c'est en 2014 que j'avais publié un livre sur le sujet pour dire la gravité de ce mal qui montait. Cet ensauvagement n'est pas de la faute de ces jeunes. Il est le signe de notre propre faillite collective. L'effondrement de l'école, qu'on lit encore une fois dans des statistiques tout simples et que tout le monde connaît. Hein. Chaque année, par exemple, il y a une étude qui est publiée par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale. Oui, parce qu'il y a une direction de la performance au ministère de l'Éducation nationale, même si ça ne se voit pas tous les jours, la DEPP, et qui fait l'évaluation des capacités de lecture des jeunes de 18 ans. Quand vous faites votre journée de défense et de citoyenneté, on vous fait faire un test de lecture. C'est vraiment de la lecture. Hein. On vous montre un programme de cinéma et on vous demande à quelle heure passe tel ou tel film et quel acteur joue dans telle production. C'est un QCM. Chaque année, c'est la statistique officielle. Cet exercice représente maintenant un exercice insurmontable pour entre 18 et 21% des jeunes interrogés. Vous avez un jeune Français sur 5 qui ne sait pas lire le français en France. Et ça, c'est de la statistique qu'on connaît. On sait tout. C'est ça qui est extraordinaire. Les historiens demain pourront compter sur le fait que l'administration française est actuellement d'une efficacité redoutable pour faire la chronique de sa propre défaillance. C'est absolument magique. On sait que nos élèves sont les derniers de l'OCDE en mathématiques. Les derniers.
Et parfois, en politique, il faut apprendre des statistiques compliquées, des chiffres difficiles. Là, c'est facile, vous voyez. Les derniers, il n'y a pas un pays qui fait moins bien que nous. Les derniers. On est un très grand pays de mathématiques. On est un pays qui a une histoire incroyable depuis Descartes, Pascal, Fermat. On est le 2e pays au monde en nombre de médailles Fields par habitant. Mais on est maintenant les derniers de toute l'Europe et de l'OCDE en mathématiques. Alors même, je me permets de le dire au passage, que si vous ajoutez ce critère, la France est le pays de l'OCDE où les prélèvements obligatoires sont les plus lourds, où la dépense publique est la plus importante, et l'éducation nationale est, jusqu'à aujourd'hui, ça va pas durer longtemps, la dette va passer devant, mais l'éducation nationale est le premier poste de dépense de l'État. Et mettez-vous même du point de vue du contribuable, nous sommes le pays qui met le plus d'argent pour son éducation, et nos élèves sont les derniers. Bon, il y a un moment où ça devrait pas pouvoir marcher. Mais cette situation-là, elle n'est pas seulement dramatique du point de vue des savoirs, de la connaissance, de la culture, elle est dramatique du point de vue de ce mal intérieur qui va avec cet effondrement de la transmission. Parce que quand un élève ne sait pas lire, quand un jeune a du mal à lire sa propre langue, la langue du pays dans lequel il est né, dans lequel il a grandi, sa propre langue, quand un élève a du mal à compter, quand il ne connaît que très peu des rudiments même de la culture scientifique, c'est qu'en fait, il est privé des moyens de sa propre rationalité. Et encore une fois, par notre faute, pas par la sienne. Et donc, quand vous laissez grandir une telle déraison commune, comment s'étonner ensuite de devoir affronter la violence? Quand on a refusé de transmettre la culture, comment s'étonner que prospère le contraire de la culture, c'est-à-dire la barbarie? Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ça touche en particulier, bien sûr, des domaines fondamentaux de la transmission, de la culture et de la mémoire. Quand vous avez aujourd'hui, en France, des classes entières qui n'auront jamais ou quasiment jamais entendu parler de la Shoah. Parce que les professeurs, ils sont aujourd'hui en France, plus de la moitié d'entre eux à dire, dans les enquêtes qui sont faites, qu'ils s'autocensurent. Et comment, après la mort de Samuel Paty, comment ne pas comprendre? Et le terrorisme a pour but de terroriser, mais il a parfaitement réussi. Parce que la terreur, elle est là. Et de fait, aujourd'hui, vous savez que la doctrine de l'éducation nationale, en réalité, n'a pas changé. Il y a un professeur qui dérange parce que il suscite la contradiction parmi ses élèves quand il tente de leur transmettre ce que son devoir est de leur enseigner. C'est le professeur qu'on dégage, pas les élèves. C'est le professeur qui est muté, dans le meilleur des cas d'ailleurs. Donc, la vérité, c'est que cette situation, ce pas de vague, cette inquiétude qui s'est installée, cette culpabilisation de la transmission, elle produit ses effets aujourd'hui. Et c'était cette culpabilisation de la transmission, c'était un projet. Quand j'étais jeune professeur, j'ai vécu une expérience passionnante et traumatique. J'ai été à l'IUFM. J'ai fait partie de la dernière génération à aller à l'IUFM, avant qu'ils disparaissent, puis réapparaissent sous le nom d'ESP, puis d'INSP, démontrant la magnifique capacité de l'éducation nationale à mettre des acronymes toujours plus compliqués sur des réalités qui ne changent en fait jamais. Et à l'IUFM, la devise qui a structuré notre formation pendant 1 an, c'est celle qui nous a été répétée à de très nombreuses reprises par l'inspecteur général qui nous accueillait le premier jour. On rentrait dans le métier, c'était l'inspecteur général Dieu sur terre, celui qui pouvait décider de notre vie et de notre mort professionnelle, celui qui incarnait l'institution. Et l'inspecteur général qui nous reçoit nous a répété à de très nombreuses reprises dans ce cours inaugural, on était 300 jeunes profs en face de lui, il nous a répété « Vous n'avez rien à transmettre. Vous ne devez surtout pas transmettre des connaissances. » Parce que si vous transmettez des connaissances, ça veut dire que vous savez des choses que vos élèves ne savent pas. Donc, vous les méprisez. Vous les placez dans la posture de récepteur passif. Vous les enfermez dans une situation d'infériorité douloureuse. Il faut pas qu'il y ait, nous disait-on à l'IUFM, pendant toute l'année, il faut pas qu'il y ait dans la classe un sachant et des apprenants. Il faut pas qu'il y ait un monopole de la parole autoritaire qui descend sur les élèves. Pour tout dire, d'ailleurs, la situation que l'IUFM voulait éviter absolument, c'est exactement celle que nous sommes en train de vivre. Ça veut dire que je vous parle, vous écoutez, j'ai un micro et vous n'en avez pas. Et en plus, chose épouvantable, on m'a placé sur cet objet barbare qu'heureusement l'éducation nationale a retiré des salles de classe. On m'a mis sur une estrade. Donc je vous regarde d'en haut. Et c'est l'occasion d'ailleurs de vous demander pardon pour toute cette violence symbolique que je suis en train de vous imposer et dont j'espère que vous ne sortirez pas traumatisés. Et je plaisante, mais c'était exactement ça.
il ne faut pas s'étonner du résultat. Et ce qui nous arrive n'est pas un accident. Et la question que vous posez, c'est la question la plus importante de toutes. Et je crois qu'en fait, à cette question, pardon, j'ai déjà été beaucoup trop long, mais c'est la question tellement essentielle qu'on pourrait en parler longtemps. En fait, je crois que je ne peux pas répondre à votre question parce que la question du comment, c'est celle que chaque parent vit dans l'expérience quotidienne d'une relation avec l'enfant qui est toujours infiniment complexe, infiniment singulière, infiniment difficile parfois et en même temps tellement belle. Comment transmettre? Mais vous êtes la seule à avoir la réponse à cette question et elle appellerait cette question du comment une réponse à chaque fois différente selon l'âge de l'enfant que vous avez en face de vous, selon son tempérament, son caractère, sa sensibilité, ses talents, ses difficultés. Cette question du comment, elle est infinie. Mais le plus important, la seule chose qui compte, c'est qu'on puisse se la reposer à nouveau. La seule vraie question qui compte, c'est voulons-nous vraiment transmettre? Est-ce que nous voulons vraiment transmettre? Est-ce que notre pays veut encore vraiment transmettre? Parce que ma conviction profonde, et je termine par là, et peut-être c'est le pari de l'espérance, mais je l'ai vécu et c'est mon expérience aussi. C'est que c'est pas nos enfants qui nous ont demandé qu'on arrête de transmettre. C'est pas nos élèves qui nous ont demandé ça. Moi, ma première année de professeur, j'ai été inspecté 13 fois. Parce que justement, je faisais exactement ce que l'IUFM ne voulait pas. C'est-à-dire que pas de chance, j'avais fait 50 philo, j'avais passé la grègue, c'était pas pour pas transmettre en fait. Donc je voulais pas faire des clips de rap, des fresques murales, coller des post-it sur les murs, arriver en cours en demandant à mes élèves qu'est-ce que vous pensez du sens de la vie. Non. Et d'ailleurs, les élèves veulent pas qu'on leur demande leur avis en fait. C'est terriblement ennuyeux l'école quand vous allez à l'école pour qu'on vous demande ce que vous pensez. Enfin, oui, vous le pensez déjà, donc vous auriez pu rester sous la couette, c'était quand même plus agréable. Non, vous allez à l'école justement pour apprendre quelque chose que vous ne savez pas encore. Et j'ai fait cette expérience étonnante que je venais en cours en disant à mes élèves, aujourd'hui je vais vous parler de Platon, et évidemment c'est difficile, parce que l'éducation c'est toujours difficile, et tous les parents le savent, et tous les professeurs aussi, c'est rugueux, c'est compliqué de monopoliser ou d'arriver à attirer l'attention des élèves, c'est compliqué de les convaincre, de les entraîner avec soi, et 2 cours sur 3, on sort en se disant qu'on sert à rien. Mais quand même, j'ai vécu cette chose incroyable que les élèves voulaient ça. Ils aspiraient profondément à ça. Et ceux qui m'ont sauvé de la menace qu'on faisait peser sur moi de ne pas me titulariser dans le métier, c'est mes élèves. J'étais la 2e Pyrrhus de France, mais les élèves voulaient que je leur parle de Kierkegaard, et quand l'inspecteur venait, il reposait des questions sur Jankélévitch, et ça se passait tellement bien que c'était impossible de considérer que je manquais à ma mission. C'est mes élèves qui m'ont sauvé, hein, sinon j'étais fichu. Et la vérité, c'est que j'ai vécu cette expérience-là. Encore une fois, c'est difficile et je veux pas faire semblant que c'était toujours évident. Mais j'ai vécu cette expérience quand vous venez devant des élèves, quand vous venez devant des enfants, en leur disant implicitement, j'ai quelque chose de magnifique à vous transmettre, qui vaut la peine que vous écoutiez, qui vaut la peine que vous vous taisiez un instant, pas parce que je suis génial, mais parce que j'ai eu la chance de recevoir ça avant vous et je sais que ça vaut la peine. Et donc je suis là pour ça, pour faire passer vers vous quelque chose que j'ai reçu et qui m'a fait m'engager pour le partager avec vous aujourd'hui. Quand vous venez devant des élèves avec le désir de transmettre, vous trouvez toujours en eux la soif infinie d'apprendre. Toujours. Et c'est pas, vous voyez, c'est pas mes élèves qui m'ont dit que la culture française était sexiste, que la géographie était ethnocentrée, que l'histoire était postcoloniale. C'est pas mes élèves qui m'ont dit qu'il fallait déconstruire les stéréotypes grammaticaux. C'est pas mes élèves qui m'ont dit qu'il n'y a pas de culture française. C'est pas mes élèves, même issus de l'immigration, qui m'ont dit il n'y a pas de culture française. C'est un candidat à la présidence de la République qui a été élu. On a élu, regardez le symptôme, et ce faisant, Emmanuel Macron n'était pas le problème, il était le symptôme. Est-ce qu'on imagine un instant dire, nous, il n'y a pas de culture marocaine? Est-ce que nous, on dirait, il n'y a pas de civilisation chinoise? Pourquoi est-ce qu'on dit ça de nous-mêmes? C'est incroyable quand on y pense. Qu'est-ce qu'on dirait d'ailleurs si on apprenait que le Premier ministre japonais allait à la télévision en disant, il n'y a pas de culture japonaise? Très bizarre quand même. On a élu un président qui nous disait que nous n'avions pas de culture. Alors que le monde entier sait qu'il y a une culture française. C'est la destination touristique la plus prisée au monde. Le monde entier sait qu'il y a une culture française et traverse la planète pour venir la savourer. Et nous avons élu un candidat qui nous disait que la culture française, ça n'existe pas. C'est ça, la question n'est pas comment transmettre, parce que c'est une question infiniment difficile, seul vous pouvez y répondre. Mais la question qui est posée à notre pays aujourd'hui, c'est voulons-nous encore transmettre?
Et moi, je suis convaincu que si nous savons dire à nos élèves, même issus de l'immigration, non pas que la France est coupable de crimes contre l'humanité et que c'est ce qui la définit, mais que la France a un héritage magnifique qui mérite d'être transmis, je suis absolument certain que le miracle que cette culture peut réaliser continuera de se répéter. Et que c'est seulement à travers ça qu'on luttera contre la montée de la violence. Parce qu'à la fin, si on veut lutter contre la violence, si on veut lutter contre le mal, si on veut lutter contre la montée de l'antisémitisme, bien sûr, il faudra des policiers et des gendarmes, bien sûr, il faudra des caméras de vidéosurveillance, bien sûr, il faudra des magistrats qui fassent le boulot et une justice qui sanctionne. Mais à la fin, si on veut lutter contre la montée de la violence, contre le mal qui gangrène les cœurs et les esprits, si on veut lutter même contre le fléau de l'antisémitisme, il faudra d'abord retrouver l'exigence de la transmission. À la fin, c'est seulement le combat de la culture qui nous évitera d'être de nouveau piégés par la barbarie. Merci. Une autre question? Oui, je suis très sensible à votre parcours d'enseignant qui, à mon avis, détermine sur la transmission, notamment du savoir, qui est une notion fondamentale, et que finalement, devenant parlementaire européen, ça vous a permis peut-être de le traduire sur un plan juridique au niveau de dispositions internationales. Alors, le premier point, c'était aujourd'hui sur l'état de l'université et de l'école. Je crois que vous êtes manifesté très courageusement à Sciences Po face à LFI, qui souhaitait, et j'apprécie votre courage d'avoir été face à des militants politiques qui n'avaient rien à faire à Sciences Po, si ce n'est mobiliser un certain nombre de leurs troupes sur Gaza. En plus, comme vous le savez très bien, ces militants sont d'un niveau relativement médiocre, pour pas dire autre chose, parce que ils ne connaissent rien au droit international. Si vous leur parlez du procès de Nuremberg, qui est le premier procès en droit international, et qui, après la Shoah, avec un tribunal international et tous les dignitaires nazis qui sont condamnés par ce tribunal, et c'est le début c'est le début du droit international, le fondement du droit international. D'autre part, sur le préambule de la Constitution de 46, ils reviennent pas sur le principe de laïcité. C'est un principe qui est fondamental. Alors, j'intervenais sur l'école. Je sais que vous êtes très actif en tant que parlementaire européen, et c'est surtout finalement l'aspect du droit comparé finalement, parce que vous vous trouvez avec des parlementaires qui ont une culture complètement différente de la culture française, beaucoup plus pragmatique, et qui, à mon avis, il serait intéressant que les Français s'intéressent davantage à d'autres cultures que la leur pour évoluer justement dans le cadre du Parlement européen. Merci. On va parler de Rima à un moment donné. Hein. Je partage votre avis. C'est une grande chance au Parlement européen de pouvoir rencontrer une diversité de cultures juridiques, mais aussi de cultures politiques. Et je pense que c'est en effet un exercice que la France sait peu faire, malheureusement. Et sur la question de Sciences Po, vous disiez que ces militants sont très médiocres. Moi, je les trouve quand même extrêmement organisés. Et précisément, ils savent exactement où il faut aller. Et ils savent très bien que c'est dans les amphis que l'avenir se prépare, et ils en ont fait leur terrain de bataille déterminant. Et c'est pas seulement Sciences Po Paris qui, heureusement, grâce à son directeur actuel, a connu un relèvement absolument spectaculaire, et vraiment, j'ai une immense admiration pour lui. Mais c'est aussi tous les IEP de province, c'est tant d'universités. Il y a quelques semaines, je recevais les étudiants de l'UEJF Strasbourg au Parlement européen, et l'une d'entre elles me dit, elle est étudiante israélienne en échange universitaire, elle me dit, voilà, c'est difficile quand même, c'est compliqué l'ambiance à Sciences Po, etc. Puis elle répétait ça plusieurs fois, et à un moment je lui dis, mais ça se manifeste comment? Elle me dit, par exemple, là ce matin, sur la porte de Sciences Po, à l'entrée, ce matin, il y a tagué en énorme « Gloire au Hamas ». Voilà, c'était le jour même. Donc mon sang n'a fait qu'un tour, je suis allé à Sciences Po Strasbourg, j'ai vécu la même scène, il n'y avait pas de caméra, mais il y avait aussi des étudiants qui m'ont expliqué
que tout ça était bien normal en face d'un génocide. C'était glaçant. Et je crois qu'en effet, aujourd'hui, notre devoir, c'est de reprendre ce terrain-là. Et c'est pour ça que j'avais été à Sciences Po Paris, parce que j'avais le sentiment, même symboliquement, et même si c'était peu de choses, mais qu'on avait le devoir désormais d'arrêter de reculer, de céder du terrain, de baisser la tête, et qu'il fallait montrer qu'on serait là et qu'on lâcherait pas un centimètre. Et il faudra continuer de le faire parce que le combat est toujours devant nous, bien sûr. Une autre question? Jacques, tu veux? Alors, c'est l'heure de Rima. Je vais en laisser pour les autres parce qu'il y a plein de questions. Moi, j'ai une question simple, j'imagine. En tant que député européen, n'est-on pas supposé, n'y a-t-il pas une charte ou un engagement à valeur contraignante qui impose de s'occuper au moins de temps en temps ou à minima dans le cadre de ses fonctions et de sa charge, un peu de l'Europe? Alors en fait, comme élu au Parlement européen, comme tous les élus, les seuls auxquels nous devons rendre des comptes sont les électeurs. Et de fait, on a connu des élus courageux, dévoués, engagés, qui se donnaient à fond dans leur mandat. J'espère que je suivrai leur voie. On a aussi connu des élus qui ne faisaient strictement rien. Et donc, bon, d'une certaine manière, à la fin, les seuls qui peuvent juger sont les électeurs s'ils sont bien informés, et c'est ça la chose importante. Donc, non, il n'y a pas d'obligation, quand on est élu au Parlement européen, de montrer qu'on se préoccupe des sujets européens. Et de fait, on touche aussi un peu le problème de la situation actuelle, c'est qu'on touche à une forme de vulnérabilité de nos institutions. J'ai connu, je fais référence à Rima Hassan, j'ai connu au début de ce mandat une confrontation extrêmement rude avec elle parce que j'ai empêché in extremis qu'elle ne soit élue vice-présidente de la Commission des droits de l'homme. C'est une règle dans le Parlement que toutes les commissions ont une structure qui doit refléter le pluralisme des différents groupes politiques, et donc on veille à ce que, et c'est tout à fait normal, et ça fait partie de la culture politique, notamment dans les pays nordiques ou en Allemagne, on veille à ce que pour l'équilibre de l'institution, il y ait depuis le bureau du Parlement jusqu'au bureau de chaque commission une pluralité de représentation. Et donc, on fait une sorte pas de tirage au sort, mais il y a une sorte de règle qui s'applique et chaque groupe demande les positions qu'il veut. Et le groupe auquel appartient LFI avait demandé cette vice-présidence de la Commission des droits de l'homme. Et ensuite, il y a une élection. Et cette élection est purement formelle. Aujourd'hui, j'ai été élu ce matin président de la délégation aux relations avec les pays du Mashrek, donc le Liban, la Jordanie, l'Égypte, parce que c'est une position qui dépend de mon groupe et que mon groupe m'a proposé pour être dans cette fonction. Donc, des élus qui sont de tous les groupes politiques ont voté pour moi. Ça se fait toujours à l'unanimité, c'est la règle, c'est la politesse, et pour que je sois élu président. Mais il y a toujours une élection formellement. Et j'apprends la veille de l'élection pour la construction de ce bureau de la Commission des droits de l'homme que la personne proposée par le groupe The Left, auquel appartient LFI pour cette position, c'est Rima Hassan. Donc là, j'ai alerté mon groupe en disant ça, c'est pas possible. Alors mon groupe a dit, t'exagères, évidemment que t'as pas les mêmes idées qu'elle, mais c'est la règle et c'est normal, il faut bien que tout le monde soit représenté. Donc j'ai dit à mon groupe, non, c'est vraiment pas possible. Et je vais vous montrer pourquoi. Et donc j'ai produit la liste des déclarations, des expressions, des tweets publiés par Madame Hassan en leur disant, là, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que c'est impossible, il y a une ligne rouge, c'est trop dangereux. Et c'est trop dangereux parce que si elle devait prendre cette position, imaginez ce qu'elle en aurait fait. On a vécu ensuite, les mois qui ont suivi, on a vécu le 7 octobre. Ça aurait pas été Rima Hassan au Parlement européen, ça aurait été la vice-présidente de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen. Et heureusement, mon groupe m'a suivi. Et ça a été compliqué, c'est la seule, il y a eu des dizaines d'élections dans des dizaines de fonctions de ce type, c'est la seule fois qu'une personne a été bloquée. Donc c'était effectivement pas tout à fait dans les usages. Et elle m'en a un peu voulu, et je comprends. Mais ça s'est traduit par des menaces de mort absolument explicites, répétées à plusieurs reprises. Et en fait, on touche là une vulnérabilité de nos institutions parce que la présidente du Parlement m'a appelé immédiatement en témoignant son soutien. Mais elle m'a dit, en fait, on a regardé le règlement, impossible de sanctionner.
Parce que dans le règlement du Parlement, on peut sanctionner des propos qui sont tenus dans l'enceinte du Parlement, dans le débat parlementaire. Et on peut pas sanctionner ce que font les gens en dehors, et c'est tout à fait normal. Et donc, on est sur une espèce du point de vue de l'institution elle-même, une espèce de chaînon manquant, vous voyez. Et c'est là la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui devant des gens qui ne sont pas venus pour être parlementaires et travailler au sein de ce Parlement pour défendre des idées, mais qui sont venus pour utiliser le Parlement pour donner une caisse de résonance à des combats qui n'ont rien à voir avec lui. Parce que de fait, vous avez raison de le dire, je n'ai jamais entendu, je crois, Rima Hassan parler d'autre chose que de Gaza et de. Donc c'est vraiment très particulier pour nous. Et moi, mon sujet d'étonnement profond que je partage avec vous, c'est parce que pour le coup, je suis pas le seul. Donc, au moment où vous avez la police qui vous appelle en disant, vous savez, il faut que vous soyez prudent parce que en fait, ce qui vous arrive est dangereux. Moi, ça me faisait sourire au départ et ça me fait toujours sourire. Je me sens pas très courageux d'avoir fait ce que j'ai fait. C'était mon devoir. Mais au moment où vous avez la police qui vous appelle, vous vous dites non, il y a quand même quelque chose qui est pas normal. Et donc la police antiterroriste elle-même m'a dit vous devriez porter plainte pour mettre une ligne rouge. Donc je l'ai fait. Je suis pas le seul. Il y a eu au moins une dizaine de plaintes, dont des signalements du parquet pour des faits très graves d'apologie du terrorisme. J'ai été entendu par la police longuement. Je sais que Madame Hassan a été entendue par la police également. La question que je me pose maintenant, ça fait plus d'un an que ça dure. Que se passe-t-il? C'est pas qu'il n'y a pas de jugement. C'est même pas qu'il n'y a pas de jugement, c'est qu'il n'y a même pas d'étape judiciaire. Les policiers, on leur a confié une enquête, ils ont fini leur enquête, et ils l'ont donnée à la justice et il ne s'est rien passé. Il n'y a aucun acte judiciaire. On parlait tout à l'heure de François Fillon. François Fillon, ça a mis 15 jours pour qu'il soit mis en examen. On connaît la justice parfois rude quand il faut juger des politiques et elle a raison de le faire parfois quand il faut montrer qu'on ne négocie pas sur l'exemplarité. Mais pourquoi est-ce que l'histoire de Madame Hassan, les différentes plaintes portées contre elle n'ont toujours abouti à rien? Pourquoi Madame Chikirou, il y a une histoire qui dure depuis 2017 maintenant pour des malversations très graves. Je me suis dit, que se passe-t-il? Espérons que la justice avance de manière impartiale et sans aucun biais et qu'elle fasse bientôt son travail. On nous dit parfois, pourquoi vous n'avez pas voté la levée d'immunité de Madame Hassan? Mais en fait, on ne peut pas la voter, il faut que la justice la demande. Et tant que la justice n'a pas engagé aucun acte, on peut pas lever une immunité dans le vide. Donc, Une autre question? Oui, bonsoir. Vous avez fait la différence entre l'excuse et le pardon. Alors l'excuse, effectivement, il y a un élément qui rentre en compte, c'en est un facteur qui est indépendant de votre volonté. Effectivement, vous pouvez arriver en retard et avoir une excuse valable, donc les personnes peuvent vous excuser facilement. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez pardonner à quelqu'un qui ne vous a pas demandé pardon? Ça, c'est une chose. Et est-ce que vous pouvez aussi vous-même vous dire, si je demande pardon à quelqu'un, si la personne ne vous donne pas son pardon, est-ce que vous êtes pardonné? Alors, je ne me fais ici que très modestement l'interprète de Jean Kelevitch. Ce que je développais devant vous, ça n'était pas ma propre pensée, mais c'est le travail de Jean Kelevitch dans ce livre magnifique sur le pardon. Jean Kelevitch dit, et encore une fois, j'ai conscience que c'est presque choquant de le dire, mais ce que je disais tout à l'heure, le fait est que le pari de l'espérance, comme le pari du pardon, ont peut-être quelque chose de scandaleux d'un certain point de vue. Et Jean Kelevitch dit qu'il n'y a rien qui soit, de fait, du coup, sa conclusion, 20 ans après son premier texte, c'est qu'il n'y a rien d'impardonnable. Personne n'est impardonnable. Et on peut pardonner même à celui qui n'a pas demandé pardon. De même que, encore une fois, que le pardon est structurellement un don. Vous pouvez faire un cadeau à quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé. Vous pouvez pardonner à quelqu'un qui ne vous a pas demandé pardon. En revanche, si vous demandez pardon, encore une fois, le pardon n'est jamais un dû. Précisément, c'est un don. Et donc, vous pouvez demander pardon sans le recevoir. Et vous pouvez jamais, et je crois que ce serait terrifiant d'ailleurs d'imaginer un monde, celui qui est excusable peut exiger d'être excusé. Encore une fois, c'est injuste de ne pas excuser l'excusable. En revanche,
celui qui demande pardon ne peut jamais exiger d'être pardonné. Et on ne peut jamais, et je pense que c'est très important de le dire, le pardon est peut-être toujours possible, mais le pardon n'est jamais exigible. Et on ne peut jamais reprocher à une victime de ne pas pouvoir pardonner. Et même pas seulement le coupable, mais le tiers, voyez, celui qui contemple la situation ne peut jamais reprocher à celui qui a été blessé, à celle qui a été blessée, de ne pas pouvoir pardonner. Que le pardon soit trop difficile, c'est nécessairement entendable. Ça n'est jamais un dû en soi. Bonsoir. Dans le domaine de l'espérance, est-ce qu'on peut espérer qu'avec la loi de Caroline Yadan, si elle est votée au mois d'avril, Rima Hassan ne passe plus entre les mailles du filet? Mais oui et non, parce qu'on revient à ce qu'on disait de la justice. Ce que dit Caroline Yadan, c'est qu'une personne qui a été condamnée pour antisémitisme devrait être inéligible. Bah, oui, mais c'est ce que vous évoquiez. Exactement. Une personne qui a été condamnée pour antisémitisme, pour apologie du terrorisme, etc., ne devrait plus être éligible. Mais Rima Hassan n'a jamais été condamnée. Donc, vous voyez, il y a 10, 12, 15 plaintes qui sont portées contre elle, et elle n'a jamais été condamnée. Et donc, est-ce qu'on peut l'espérer? Oui. Après, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Je suis convaincu que cette proposition de loi est inspirée par les meilleures intentions possibles, mais je crois qu'il faut surtout se garder d'une illusion qui consisterait à penser qu'on peut lutter par le droit, qu'on peut livrer par le droit un combat politique. À la fin, le combat contre la France insoumise et ce que la France insoumise porte aujourd'hui, c'est un combat politique dont on doit avoir la certitude qu'il va falloir maintenant le mener avec détermination, qu'il sera long, qu'il sera difficile. Et bien sûr, les outils du droit doivent pouvoir être utiles pour le mener quand c'est nécessaire, mais ça n'empêchera jamais que la réalité du combat politique restera toujours devant nous. Parce qu'on ne fera pas reculer seulement par le droit un combat qui est essentiellement et presque existentiellement politique, et qui est même, si je peux me permettre de le dire ainsi, parce que parfois il le faut, qui est même d'une certaine façon aussi moral et spirituel en un sens. Y a-t-il d'autres questions? Bonsoir et merci beaucoup d'être là et pour tout ce que vous dites et ce soir et en général. À propos de condamnation, comment se fait-il que certaines manifestations soient normalement légitimées par le préfet et que quand elles sont interdites, certains élus arborent fièrement leur écharpe tricolore et manifestent quand même? Est-ce que dans ce cas-là, c'est l'immunité qui fait qu'ils ne sont pas, condamnables ou arrêtés même, puisque une manifestation, ça doit être validé. On a vu des manifestations interdites avec des élus. Non, l'immunité parlementaire ne protège personne de la nécessité de répondre de ses actes. Et encore une fois, chaque année, régulièrement, au Parlement européen, nous votons pour lever l'immunité de collègues qui se sont rendus coupables de faits qui sont condamnables et qui doivent être condamnés. Le principe de l'immunité parlementaire, c'est pas de considérer qu'il y a une catégorie de citoyens qui serait protégée par un mandat de l'application de la loi. C'est seulement de faire en sorte qu'on évite que, dans des circonstances qui deviendraient préoccupantes, le pouvoir exécutif ou le pouvoir judiciaire n'abusent de leurs prérogatives pour contraindre un parlementaire. Et ça, c'est pour ça que le Parlement, du coup, est conduit à se prononcer sur la levée d'immunité de l'un des siens pour reconnaître que c'est légitime que cette personne soit considérée dans un processus judiciaire normal. Donc non, l'immunité protège personne. La vraie raison qui fait que sur le sujet que vous évoquez, comme sur tant d'autres, le droit est parfois foulé aux pieds, c'est bien plutôt, bien souvent, la lâcheté qui explique
beaucoup d'action et plus encore d'inaction de la part de responsables publics. Et vous savez, on vit profondément. Je pense que le moment qu'on traverse aujourd'hui est une manière de vérifier la triste analyse que partageait Solzhenitsyn dans le discours de Harvard. Vous connaissez peut-être ce discours magnifique. Solzhenitsyn vient de quitter l'Union soviétique. Ce dissident incroyable passe à l'Ouest. Il arrive aux États-Unis et il va prononcer un discours à Harvard. Et tout le monde pense qu'il va faire l'éloge du modèle occidental contre l'horrible dictature soviétique. Et Solzhenitsyn, évidemment, dénonce l'horrible totalitarisme soviétique. Mais il regarde ses interlocuteurs et il leur dit, vous savez, depuis que je suis maintenant dans votre monde, je m'inquiète beaucoup pour l'avenir de vos libertés, parce que vos sociétés sont marquées par le déclin du courage. Et je crois que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le sentiment de le toucher du doigt bien souvent, et je le dis pas encore une fois pour juger les autres, mais d'abord pour m'inquiéter de moi-même. Il faut toujours se battre contre la tentation qu'on peut avoir parfois d'un silence trop facile, d'une fuite un peu complice. Je ne regarde ce travers chez les autres que pour m'alerter moi-même sur le devoir d'y résister. Mais on vit profondément aujourd'hui le déclin du courage. Ce qui est dramatique dans la situation de la France, c'est la distance abyssale entre ce que certains élus ou dirigeants vous disent quand les micros sont éteints et quand les micros sont allumés. C'est la distance terrifiante entre ce qu'on sait devoir faire et ce qu'on finit par décider. C'est sur la question de l'école qu'on évoquait tout à l'heure, comme sur tant d'autres sujets, c'est ce déclin du courage qui est malheureusement au cœur de bien des tragédies françaises et en particulier, bien sûr, de la montée de l'antisémitisme aujourd'hui. Le déclin du courage est, je crois, directement lié au mal que nous sommes en train de vivre et qui progresse partout. Vous savez, Hannah Arendt a ce mot magnifique, elle dit le mal ne triomphe jamais par ceux qui le font, mais par ceux qui le laissent faire. Une dernière question pour terminer. Je voulais parler un peu du règlement retour que vous avez largement soutenu, voire porté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce règlement retour va pouvoir sécuriser l'Europe et la France? Bon, j'ai déjà fait des réponses beaucoup trop longues, alors il va falloir que j'essaye d'être synthétique parce que c'est un grand sujet, mais comme souvent, malheureusement, cet événement suscite une attention médiatique inversement proportionnelle à son importance. Quand vous allez dans une chaîne de télévision en France, on passera la moitié du temps à vous interroger sur le dernier tweet absurde d'un responsable politique et des basculements comme celui-là, eux, ne suscitent aucune espèce d'attention, alors qu'il s'est vraiment passé un événement incroyable et qui, pour moi, est un grand signe d'espérance. Aujourd'hui, l'Europe est évidemment l'une des grandes fragilités européennes, c'est son impuissance sur le sujet migratoire. Et je pense que tout le monde l'a à l'esprit, c'est impossible de ne pas le voir. Et cette impuissance, elle se caractérise en particulier dans la lutte contre l'immigration irrégulière, qui est en fait la clé de tout le reste. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, sur toutes les décisions de retour qui sont émises, seuls 20% sont réellement exécutées. Décision de retour, c'est en France un OQTF. Vous décidez qu'une personne doit quitter votre territoire. Sur toutes ces décisions, dans toute l'Europe, 20% seulement sont exécutées. Il y a 80% des gens, c'est même pas 80% des migrants illégaux, c'est 80% des gens à qui on a donné l'ordre de partir et qui finiront par effectivement retourner dans leur pays d'origine. Donc c'est une faillite totale. En France, c'est encore plus faible. En France, on est autour de 7%. Et on connaît tous le problème des OQTF. Dans les 10 dernières années, il y a eu plus de 1 million d'OQTF émises qui n'ont donné lieu à aucune exécution. Vous avez 1 million de personnes sur le sol français, potentiellement, qui ont reçu une obligation de quitter le territoire et qui sont là. C'est évidemment une faillite totale. C'est-à-dire, imaginez que le code de la route soit appliqué seulement par 20% des conducteurs, ça donnerait une situation probablement chaotique. C'est la même chose sur le plan migratoire. Et ça détruit tout le reste, parce que en fait, ça sert à quoi d'avoir un droit d'asile si vous avez de toute façon 90% des gens à qui vous refusez l'asile qui ne vont jamais partir? Comment vous faites la différence entre ceux qui l'ont reçu et ceux qui ne l'ont pas reçu? À quoi ça sert d'avoir un droit sur le sujet migratoire s'il n'est jamais appliqué? Donc, le message qui est aujourd'hui parfaitement connu dans le monde entier, c'est que si vous arrivez à rentrer illégalement en Europe, vous avez toutes les chances d'y rester pour toujours. Et c'est ça qui fait le business sordide des organisations de passeurs.
Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui malheureusement meurent sur les routes de l'Europe parce que ils ont le sentiment que s'ils arrivent à poser le pied sur un pays européen, eh bien ils sont en Europe pour toujours. Donc il faut renverser ça. Et alors ça fait maintenant 1 an qu'on travaille sur la transformation du droit européen en la matière, parce que le droit européen est totalement responsable de cette situation. Dans la directive actuelle qui concerne les expulsions, qui s'appelle la directive retour, la règle c'est que si vous identifiez quelqu'un en situation irrégulière sur votre sol, vous avez le devoir d'abord de lui donner un délai pour partir de son plein gré. La règle, c'est le départ volontaire. Et seulement s'il n'est pas parti, vous pourrez l'expulser. Évidemment, quand vous donnez un délai aux gens pour partir de leur plein gré, ils partent pas. Ils en profitent pour se mettre à l'abri de l'application de la loi. Donc ça ne fonctionne pas du tout. Donc dans le règlement tel qu'on le proposait, on renverse cette logique. Maintenant, la règle, c'est le départ forcé. Et seulement si quelqu'un veut coopérer, eh bien, il peut partir librement. Et on imagine qu'il y aura d'autant plus de gens qui partiront de leur plein gré que l'expulsion sera toujours possible. Parce que c'est peu agréable d'être expulsé. Et donc, il vaut mieux, si on sait que de toute façon, on va finir expulsé, il vaut mieux partir librement. Ensuite, on a tout le problème du traitement de la procédure. En France, on a connu cette situation terrible que aujourd'hui, dans l'Union européenne, la durée maximale de rétention, c'est de 6 mois. En France, on a fixé la durée maximale de rétention à 90 jours. Au bout de 90 jours, vous êtes obligé de libérer la personne que vous retenez si vous n'avez pas réussi à l'expulser. Et comme ça prend bien souvent plus de temps, vous êtes obligé de libérer des gens que par conséquent, vous n'expulserez jamais. Même s'ils sont dangereux, parce qu'ils ont commis des crimes et qu'ils peuvent récidiver. Vous avez tous en mémoire l'histoire terrible de Philippine, cette jeune fille qui a été violée et tuée par une personne qui sortait tout juste de rétention, un homme qui avait déjà violé, qui était considéré comme dangereux parce qu'il était possible qu'il récidive. Eh bien, on le libère quand même, on le lâche dans la nature, et voilà, évidemment, se produit ce dans quoi l'État a une responsabilité immense, le droit a une responsabilité immense. Et donc, nous, on a considéré que maintenant, il fallait sortir de cette impuissance. Maintenant, la règle, c'est que la durée de rétention maximale, elle sera de 2 ans. Si vous n'avez pas réussi à expulser quelqu'un en 2 ans, c'est que vous allez avoir du mal à le faire. Et pour les cas, en revanche, de sécurité, quand quelqu'un, par exemple, a commis un crime, eh bien, la durée peut être prolongée indéfiniment, autant que l'État le jugera nécessaire. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont changer. Et le plus important, c'est aujourd'hui, la difficulté qu'on a à expulser, elle tient beaucoup au fait que des gens viennent de pays qui ne coopèrent pas sur le plan migratoire. On pense à l'Algérie pour la France, par exemple. Aujourd'hui, vous êtes un Algérien en situation irrégulière en France, vous êtes absolument certain que vous ne serez jamais expulsé puisque l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants. Et puis, si vous voulez ne pas être expulsé, vous détruisez vos papiers et vous prétendez que vous savez plus d'où vous venez ou bien que vous êtes algérien et donc vous ne serez jamais reconduit. On va créer avec ce règlement un changement déterminant qui était demandé depuis longtemps par beaucoup d'États en Europe, la possibilité d'expulser une personne, pas seulement dans son pays d'origine, mais dans n'importe quel pays tiers qui accepte de le reprendre, notamment en faisant des accords avec des pays qui deviendront partenaires, dans lesquels on créera des centres de retour. Le but, c'est pas d'expulser des milliers de personnes dans ces centres de retour. Le but, c'est que cette possibilité existe. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes un Algérien en situation irrégulière, pourquoi est-ce que vous partiriez? De toute façon, vous savez que vous ne serez jamais expulsé. Mais si maintenant, on vous dit que si vous ne partez pas de vous-même pour rentrer dans votre pays après que vous ayez reçu l'obligation de le faire, vous allez être expulsé dans un pays où vous ne connaissez personne et qui n'est pas le vôtre, il y a plus de chances que vous y réfléchissiez sérieusement. Et donc, on a une perspective de renverser complètement la donne sur le sujet de la lutte contre l'immigration irrégulière, avec par ailleurs beaucoup d'autres éléments qui sont déterminants. Par exemple, la perspective que vous puissiez demain non seulement expulser quelqu'un quand il a décidé de venir illégalement en Europe ou d'y rester illégalement, mais que vous puissiez aussi lui délivrer une interdiction d'entrée s'il a refusé de coopérer dans son expulsion, par exemple. Interdisez pour 5 ans de demander quelque visa que ce soit dans aucun pays européen, et puis même vous pouvez donner une interdiction d'entrée définitive. Quelqu'un qui a commis des actes terroristes, qui a tué ou qui a violé ou qui a été engagé dans des activités liées, par exemple, on peut penser aux organisations de l'islam politique en Europe, alors qu'il était illégalement présent sur votre sol, vous avez tout à fait le droit de lui dire que vous ne voulez jamais le revoir en Europe de sa vie, c'est la moindre des choses. Et la grande difficulté qu'on a eue, c'est que, à mon grand étonnement, parce que peut-être je suis un peu naïf, mais je continue de m'étonner, le propre du philosophe est de s'étonner, dit Aristote, donc il faut s'étonner. Mais à mon grand étonnement, et je le dis sincèrement,
je ne comprends pas que la gauche ait refusé de soutenir cet agenda. Et on était dans des réunions de négociation, c'est comme ça que ça se passe au Parlement européen, on négocie, on essaie de trouver des compromis. Et j'avais des collègues socialistes, des collègues macronistes, qui me disaient délivrer une interdiction d'entrée, c'est scandaleux, c'est contraire aux droits humains. Enfin, on parle de gens qui sont rentrés illégalement en Europe et qui ont commis des crimes, et on se considérerait coupable de leur dire jamais, plus jamais, nous ne voulons vous revoir ici. Et c'est la moindre des choses. Et je me disais souvent, mais si les Français, si les électeurs, si les citoyens pouvaient voir les discussions qu'on a, vous voyez, moi je suis pour défendre les droits fondamentaux, mais défendre les droits fondamentaux, ça ne veut pas dire défendre le droit d'être illégalement chez nous et d'y commettre des crimes, et ensuite de revenir. Mais c'est complètement fou. Et donc, à la fin, mais voilà, vous parliez tout à l'heure de la question de l'union des droites, monsieur, à la fin, puisqu'on n'arrivait pas du tout à trouver un terrain d'entente avec nos collègues socialistes et nos collègues macronistes, eh bien, j'étais le rapporteur de mon groupe sur ce sujet, et le texte du rapporteur qui était macroniste ne me convenait pas du tout, et il essayait d'avoir toujours les socialistes avec lui, et ça donnait un résultat qui était très en deçà de ce qu'on avait besoin d'atteindre pour pouvoir avoir des résultats efficaces. Donc je me suis tourné vers tous les groupes sur notre droite, et on a fait un texte ensemble. Je leur ai proposé un texte alternatif que j'ai écrit, et qu'ils ont tous soutenu, et on l'a voté ensemble, et on l'a fait adopter lundi dernier au Parlement européen, avec une très claire majorité. Alors évidemment, ça suscite des indignations partout. Quelle catastrophe! François-Xavier Bellamy s'est allié avec l'extrême droite. Mais moi, j'aurais bien voulu m'allier avec les socialistes. J'aurais bien voulu m'allier avec tout le monde, en fait. J'ai fait pas d'exclusive sur un sujet comme celui-là. C'est un sujet vital pour l'avenir de nos pays. Et donc, qui vote? Qui veut vote? Enfin, qui vote soutient, je crois, ce qui va dans la bonne direction. Et encore une fois, je le redis. Au tout début de ce travail, les socialistes avaient voulu faire venir devant tous les responsables des groupes. Moi, j'étais pour mon groupe, et il y a un responsable par groupe politique. Ils avaient voulu faire venir devant nous l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Disant, bon, au moins, on va avoir un bon cours de respect des droits fondamentaux, et on va nous expliquer à quel point c'est très dangereux de soutenir cet agenda que nous, horribles groupes de droite, nous proposions déjà à ce moment-là de notre travail. Et les représentants de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés sont venus, et ils ont dit, en fait, ce texte, il est très utile pour nous. Parce que nous, on travaille pour les réfugiés. Et si on veut pouvoir aider les réfugiés, il faut que les non-réfugiés repartent. Et je me suis dit, vous voyez, de la part des Nations Unies, dont on n'attend pas toujours que du bien, ça fait plaisir à entendre, et c'était peut-être la preuve que l'espérance existe vraiment. Merci encore infiniment. Merci, nous clôturons cette conférence. Merci encore, M. Bellamy, chaleureusement pour cet échange riche, très intéressant. Merci. Merci.